todas, Jean-Luc, Eugène, Verónica. La idea de tener esta pequeña conversación es hablar de algo que es necesario, que es también muy contemporáneo a la realidad del Ecuador y del mundo, y es enfocarnos en tener un espacio para compartir las experiencias que se pueden tener en Ruanda, que se pueden tener en Bélgica, que se pueden tener en Ecuador, sobre la intervención psicológica o la intervención psicosocial en espacios o ambientes carcelarios. Y es una necesidad, y por eso digo que es un espacio necesario, justamente porque en el Ecuador estamos viviendo una crisis carcelaria desde hace más de un año, que ha desembocado en una violencia al interior de las cárceles y también ahora en las calles, que no tenía precedentes. Sí había violencia antes, pero nunca hemos escalado a estos niveles. Entonces, es una violencia que está en la puerta de nuestras casas, es una violencia que está en las calles, es una violencia que está en los medios, entonces lo sentimos muy cerca. Por eso vemos necesario tener una conversación para intercambiar esas experiencias, ¿no? Pues si bien en el Ecuador han existido procesos anteriores de colegas, psicólogos, psicólogas que han hecho estas intervenciones, esta realidad tan nueva nos convoca y nos llama muchísimo a crear cosas, a posibilitar espacios, tomando en cuenta que ya tenemos también una demanda, un pedido de las instituciones responsables para hacerlo, ¿sí? Entonces, la idea parte desde ahí. Y me voy a permitir dirigir primero una primera pregunta a Eugène, a ti, y pensar un poquito cómo es que surgió la posibilidad de trabajar en el ambiente carcelario en Ruanda, porque creo que eso puede también arrojarnos las pistas sobre cómo son esos primeros pasos. Voilà, j'avais commencé à expliquer le contexte post-génocide au Rwanda, de beaucoup de prisonniers qui étaient incarcérés dans des prisons rwandaises, notamment les jeunes. Et il y avait pas de structure, on n'avait jamais imaginé des services de santé mentale dans des prisons, même avant le génocide. Et la priorité est venue de mon organisation, en fait, dont je vous ai parlé, la dignité en détention, qui travaillait avec des services de la Croix-Rouge. Et l'idée, en fait, c'était d'humaniser ce milieu qui est le milieu carcéral. Et c'était pas évident au départ, parce que la logique des autorités locales, c'était de dire: vous avez fauté, vous avez commis des crimes, vous devez être puni. Et c'était ça, en fait. Et puis, alors, d'idées dans l'organisation, quand ils sont arrivés, c'était une organisation suisse. Ils vont contacter les autorités du ministère de la Justice et leur présenter leur projet. Et voilà, ils ont dit: les enfants sont hyper fragiles. Et ils sont nombreux d'entre eux, ce sont des enfants qui n'ont pas d'appartenance, qui n'ont pas d'identité. Ce sont des enfants qu'on peut comprendre, qui, avec ces violences, en fait, ils réclamaient quelque chose. Il faut essayer de répondre à cette quête. C'est comme ça que j'ai été approché. J'étais à l'université jeune, je venais de faire 4 ans à l'université du Rwanda. Et ils ont su qu'il y avait un psychologue qui était à l'université dans le département de psychologie clinique.
et j'ai été approché. C'est une amie qui leur a dit, ces gens qui venaient de la Suisse, il y a quelqu'un, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui s'appelle tel. Et ils sont venus me voir, ils m'ont proposé, ils m'ont expliqué qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Et je dirais qu'à cette époque des années 2005, c'était encore chaud. Le génocide, on savait que les prisons c'était plein de génocidaires et que les gens n'avaient plus confiance l'un à l'autre. C'était vraiment quelque chose qui faisait peur. Dans un premier temps, je me disais, voilà, c'est une opportunité, je vais gagner de l'argent. Mais dans un deuxième temps, je me disais, oh mon Dieu, c'était ma première fois qu'on me demandait, même avant le génocide, je n'avais jamais été en prison, voir un ami ou un proche, c'était ma toute première fois. J'avais peur de deux choses, d'abord de la prison, de ces enfants, mais surtout des génocidaires. Et je dis oui. Tout de suite, alors c'est en retournant à la maison que j'ai commencé à me poser plein de questions. Et j'avais une amie qui travaillait dans une autre organisation humanitaire, ça s'appelle Handicap International. Et je me sentais seul. Je disais, est-ce que c'est possible que je ne sois pas engagé tout seul? C'est possible. Voilà, je cherchais quelqu'un pour m'accompagner, qui était plus âgé que moi, plus sage peut-être. J'étais encore jeune. Et ils ont dit, bon, on va trouver un moment pour un entretien avec lui. Je l'appelle, je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit oui, je veux bien. Et voilà, on est parti la première fois ensemble. On était 4, les gens de l'association, de l'organisation d'idées, moi et mon collègue. On arrive, c'est une prison du centre du pays. La première fois, je n'oublierai jamais parce que c'était difficile. Ça nous a pris 2 heures pour entrer dans cette prison. 2 heures avec des démarches. On nous prenait des téléphones et ça restait à l'extérieur avec les gardiens. Il y avait toute une série de procédures. Alors, ça ne m'a pas rassuré. Ça ne m'a pas rassuré. Et voilà, on est allé voir la directrice à l'époque de prison. Et on est allé voir les enfants. Alors ça a été une balance quand j'ai rencontré la toute première fois les enfants, qui étaient des enfants comme les nôtres, parce qu'on avait commencé à discuter un tout petit peu avec eux dans un coin. Comment tu t'appelles, tu viens d'où, qu'est-ce que tu as fait. Les enfants étaient très malheureux. Et la cellule des enfants, c'était à côté de la cellule des adultes, mais ils subissaient de violences terribles au sein de la prison. Certains même commençaient à avoir des idées de se faire mal, de se suicider. Alors ça m'a motivé et c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que je me suis dit, j'y vais à fond et c'était mon début de cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Me llama mucho la atención cuando mencionas el miedo, porque es un miedo con el que yo también estoy empezando, ¿sí? Y una cosa que nos preguntamos
todos los que intervenimos ahora ahí, es qué hacemos con nuestro miedo. Porque si bien se reduce con el tiempo, sabemos que por alguna razón no podemos fingir que no está presente el miedo en nosotros mismos, es decir, no fingirnos solamente para los demás, sino que es un estado consciente permanente. Y es la primera vez que tengo que hacer un trabajo clínico en donde mi propio miedo está constantemente presente, ¿sí? Y eso me parece que es una cosa inédita en mi propia experiencia. Y siento que cuando me cuentas cómo fue pasar esas 2 horas para ingresar al centro penitenciario, se siente como entrar a otro mundo, ¿no? Y produce esta sensación de entrar en un mundo distinto. Pero justamente lo que señalan mucho las pandillas y señalan también las personas privadas de libertad es que no son 2 mundos separados, sino 2 mundos relacionados. Sin embargo, la experiencia corporal que tenemos cuando ingresamos es precisamente el de separarnos de nuestro mundo, de dejar nuestros teléfonos, que si te pones a pensar, en el momento que te separas de tu teléfono por 5 horas, realmente sientes que te separas de una parte de ti, del mundo, y dejar otras cosas como tu identidad, tu cédula, tus documentos. Entonces es prácticamente entrar como casi desnudo a otro mundo, ¿no? Esas son las primeras sensaciones. Y son cosas con las que tenemos que lidiar en los primeros abordajes clínicos. Ahora al escucharte, Emilio, y al escuchar también a Eugene, claro, cuando Eugene dice el imaginar el trabajo o iniciar el trabajo solo, me preocupa mucho. El pensar en estar acompañado. Pensar en hacerlo a 2 o en grupo sostiene, como que permite. Y en tu caso, ¿cómo pasa eso? El sentirte en grupo, con equipo, acompañado. Desde el principio supe que no podía ir solo. Sabía que las intervenciones que iba a realizar, que normalmente las hago solo cuando trabajo en la universidad, sabía que no las podría sostener solo. Entonces propuse a 2 colegas hacerlo y creo que fue una buena decisión, porque por un lado es sentir que no entras únicamente tú, sino que estás con compañeros que conoces. Y segundo, que el trabajo al interior plantea una intensidad muy grande como para sostenerla tú solo en la transferencia de las personas privadas de libertad. Es decir, es un trabajo muy fuerte también psíquicamente y un poco tal vez anticipé que iba a ser fuerte, por lo tanto decidí que tenía que ser un trabajo compartido, que no podía ser un trabajo a solas, ¿sí? Y creo que eso fue como una estrategia primero de cuidar de mí mismo y de cuidar de mi propia vida psíquica al involucrarme en un trabajo que ahora es mucho más difícil de lo que pudo haber sido hace 2 años atrás, tomando en cuenta las circunstancias actuales. Oui, moi l'avantage que j'ai toujours eu dès le début, c'est d'être à 2. D'être à 2 et on se connaissait aussi. On se connaissait et l'autre avantage, c'est que la responsable de cette organisation qui elle me connaissait bien, cette jeune femme, et on a toujours travaillé en équipe. Et j'ai eu feu vert. On m'a dit, voilà, on a besoin de toi. On voudrait que tu imagines un dispositif. Donc j'ai eu cette liberté, parce que c'était quelque chose de nouveau. Et c'était pas donné, comme je disais, parce que tout de suite ils m'ont dit, voilà, tu es à l'université, mais tu dois avoir du temps pour ce travail. Et je ne savais pas que je n'aurais pas beaucoup de temps. Et il
fallait imaginer quelque chose au départ. Et puis, tu vas travailler avec qui, comment, quel type de dispositif. Et tout ça, on l'a fait. Moi, je me rappelle que j'ai été voir des collègues pour réfléchir, pour m'aider à réfléchir, poser un dispositif ensemble. Et la conclusion a été qu'il faut chercher des gens sur place qui vont rester avec les jeunes tout le temps, tout le long de leur peine, en train de suivre tout ce qui se passe. Et le budget n'était pas assez conséquent, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et alors on dit, et si on cherchait, moi la première idée c'était de dire, on va chercher des enseignants des écoles primaires autour de la prison pour se trouver un moment d'aller rencontrer les enfants. On va les former en santé mentale, etc. Alors les enseignants n'auront pas de ce temps, n'avaient pas ce temps, ne pouvaient pas avoir cette liberté que j'avais comme quelqu'un de l'université. La deuxième idée qui est venue, c'était de travailler avec les prisonniers. Alors ça, c'est là où la difficulté a commencé. Et j'avais commencé à me mettre à mon dos les autorités qui disaient « Tu vas travailler comme avec les prisonniers, des adultes. La majorité, ce sont des génocidaires. Comment tu penses travailler avec eux ?» Et je disais, est-ce que vous me permettez qu'on ait le temps de sélectionner quelques-uns, de rencontrer quelques-uns et d'organiser des interviews avec eux pour voir, pour me faire une idée. Avec mon collègue, ils ont accepté et puis on a pris, je crois, on a organisé des entretiens toute une semaine. On avait rencontré en tout 50 prisonniers. On leur avait demandé de sélectionner ceux qui ont fait les études secondaires et universitaires. Il y en avait beaucoup. Mais ceux qui avaient fait des études universitaires, ils étaient des organisateurs du génocide, en fait. Et là, je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux et je trouvais quand même qu'il y avait quelques-uns qui pouvaient m'aider. Mais j'avais peur aussi, en même temps de moi, de notre histoire, parce que j'étais professionnel, mais j'étais rwandais aussi, l'héritage du génocide, c'était avec moi. Des idées préconçues, je dis pas préconçues, mais je me faisais des idées très négatives par rapport à ces gens. Et on a sélectionné tout au début 10 parmi les 50. On y va avec eux. Ils avaient fait les sciences de l'éducation. On a commencé à organiser des formations avec eux. Peut-être l'autre avantage, c'est que la directrice de la prison, je la connaissais aussi. Enfin, le petit pays comme le Rwanda, c'est presque tout le monde connaît tout le monde, ça va très vite. Et c'était un avantage, et des fois c'était un inconvénient aussi. Mais je l'ai pris comme avantage, ça m'a beaucoup aidé de ne pas se sentir seul. Et on a utilisé je retourne un peu en arrière. Après le génocide 98-99, on n'avait pas de professionnels en santé mentale. Il n'y avait pas de psychologue. Il n'y avait pas de psychiatre. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a amené un module de formation en santé mentale. Et ils ont envoyé un expert en santé mentale
Et j'ai profité en 99 d'être parmi les premiers qui ont bénéficié de ce manuel. C'est le manuel que j'ai beaucoup plus utilisé dès le début de mes interventions pour dire qu'est-ce que c'est la santé mentale, c'est quoi la santé mentale du prisonnier, quels sont les problèmes. Alors, on a organisé aussi le développement de l'enfant et de l'adolescent pour montrer les étapes de développement. C'est ça ce modèle qu'on a commencé et on l'a traduit en Kinyarwanda et c'était mon départ. Et je reconnais que la peur que j'avais de les utiliser, tout le monde a fini à me donner raison parce qu'ils ont été des bâtisseurs de la santé mentale dans les prisons jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. On avait commencé avec les enfants et puis après l'organisation a ajouté les femmes par rapport à la vulnérabilité et aujourd'hui on travaille aussi avec les hommes adultes dans les prisons. Donc, aujourd'hui on avait commencé comme ça mais aujourd'hui on a développé des outils de diagnostic, d'intervention et on a développé ce dispositif de groupe de parole. Donc c'est vraiment l'outil par excellence des groupes thérapeutiques dans les prisons. Pour être sûr de bien comprendre, donc tu as travaillé et vous avez travaillé en formant des personnes, des détenus et des détenus qui continuent dans le sens de faire en sorte qu'ils s'occupent des autres sur le versant de leur santé mentale et c'est ça? Oui. Et de quelle façon? En quoi consistaient ces formations? Qu'est-ce qu'ils étaient amenés à faire avec les autres pour qu'on puisse se représenter? Bonne question. Parce que là, au départ, c'est pourquoi on cherchait des détenus qui ont un certain niveau d'études et qui ont fait des sciences de l'éducation, de la psychopédagogie, parce qu'il n'existait pas de psychologie pure. L'idée derrière, c'était de les former, pas comme des psychologues, mais comme des encadreurs des enfants. Qui sont, comme j'ai dit, le nom c'est les pères éducateurs. Et ce qui était intéressant, alors, quand on leur avait proposé ce manuel de formation, et à travers les entretiens, on a senti qu'on devait commencer d'abord par eux, pour voir à quel niveau ils peuvent supporter le stress de la prison d'abord, et de ce stress ou du trauma carcéral. Et puis, alors, la mission, c'était du coup c'était pas vraiment l'encadrement dans le sens d'une prise en charge psychologique, mais c'était l'encadrement de former des groupes de ces enfants et d'essayer de comprendre ces enfants et d'organiser justement des groupes, des petits groupes pour ouvrir des espaces de dialogue. Donc au départ c'était ça, c'était pas dans la logique d'une prise en charge professionnelle. Et tu évoques en particulier le fait de former, de soutenir des détenus adultes pour jouer ce rôle-là vis-à-vis de détenus enfants. C'est dans voilà, les mineurs. Et quand tu dis enfant, je sais qu'au Rwanda, le terme, comme d'un pays à l'autre, le terme enfant ne se réfère pas toujours à la même réalité. Quand tu dis enfant, tu penses à quelle fourchette d'âge? Ça peut aller jusqu'à 20 ans? Non. En fait, c'est les moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Et au Rwanda,
tu ne peux pas être emprisonné quand tu as moins de 14 ans. Donc c'était entre 14 ans et 18. Donc vraiment, on pourrait dire des jeunes, Des jeunes. adolescents, entre guillemets, pour autant de la Adolescents. catégorie. Ouais. Et comme tu le décrivais, je me trompe peut-être, j'ai pensé que il devenait quelque chose, quelque part des frères aînés ou des parents, comme des parents, comme des la frères position aînés. des parents. D'accord. C'était la position des parents. Une position familiale, on pourrait dire. Familiale, au sens. Oui, parce qu'à un certain moment, on avait construit un dispositif de référence. Ça a évolué pour dire Jean-Luc, tu es responsable peut-être de 3, 4, 5 enfants. Eugène, tu as. Et quand j'arrive, parce que je faisais, la fréquence était 2 fois la semaine. 2 fois la semaine avec mon collègue et on s'arrangeait à ce qu'on n'y aille pas en même temps. Donc on couvrait presque les 4 jours par semaine. C'est une On grande arrive. régularité. Voilà, on arrive, on rencontre les éducateurs, on les appelait les éducateurs. Vous les appelez les éducateurs? Les éducateurs, les encadreurs éducateurs. Parce que plus tard, en même temps, c'était des enseignants. Donc, on a mis en place un dispositif de suivre l'enseignement primaire et secondaire. Aujourd'hui, ils font même des examens comme les autres. Juste en passant, je trouve extrêmement intéressant que ce soit une façon de leur donner une responsabilité parentale, entre guillemets, éducative, enfin, du côté de la formation professionnelle. C'est pourquoi on avait peur de dire comment on va leur donner cette responsabilité comme parents, comme éducateurs, alors qu'on sait ce qu'ils ont fait. Et je me rappelle, vous savez, toujours la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas. Si j'ai peur de toi, des fois, c'est parce que je n'ai pas cherché à t'approcher, te comprendre. Et moi, dans mes entretiens, la question qu'on posait, c'était c'est quoi la motivation? Et puis, il nous disait, voilà, on sait ce qu'on a fait. Nous savons ce que nous avons fait, mais nous sommes parents. Nous avons nos enfants à l'extérieur. Il y a des gens qui sont en train de s'occuper de ces enfants. Il y a nos femmes qui sont derrière. Il y a nos familles qui sont derrière. Ils s'occupent de nos familles. Nous devons s'occuper de leurs familles qui sont ici. Voilà, donc c'était une motivation exceptionnelle pour montrer combien. Et c'est une seconde chance parce que je leur ai dit, c'était pas donné de vous accepter. J'étais sincère avec eux. C'était pas donné avec les autorités, avec moi-même. C'était pas donné. Et là, l'un de deux m'ont dit, on ne va pas rater la seconde chance, la deuxième chance que nous avons de pouvoir aider. Voilà le rôle, la position, c'était les parents. Mais qui en même temps qui étaient hyper blessés. Et il y avait des entretiens individuels à chaque fois que j'arrivais pour essayer de les renforcer, pour essayer de voir leur vulnérabilité. Un double dispositif. Voilà. Avec toi et ton collègue. Et mon collègue. Individuellement et en groupe, peut-être. Et dans le fait qu'ils étaient parents ou frères aînés des enfants détenus. Eugène, esto cronológicamente, porque estamos hablando del inicio. ¿Hace cuánto tiempo pasó? Pour m'adapter. No. ¿En qué año comenzó el proceso?
quelle année le processus a-t-il démarré exactement? Est-ce que je saurais le dire? Parce que, oui, para tener una idea. je me dis que c'est à partir, peut-être 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, où ils ont... Alors, l'avantage aussi, c'est qu'à un certain moment, ils ont senti que c'est l'organisation qui disait « Ces enfants ne peuvent pas rester ici. Ces enfants ne peuvent pas rester avec les adultes. » 16 ans, ceux qui avaient été enfants et que vous aviez C'est accompagnés, jeune. une fois qu'ils avaient plus que 18 ans, il ne fallait pas qu'ils restent avec les adultes dans la même prison, c'est ça? Ils basculaient, quand tu deviens adulte, vous basculez dans le côté adulte. Alors c'est là où je me suis battu pour dire tout ce qu'on a construit. Si on arrive chez les adultes, ça va retomber parce qu'on a beau avoir 18 ans, c'est toujours fragile, c'est toujours l'enfant. Et avant, on disait, voilà, vous les accompagnez jusqu'à 18 ans, et puis 18 ans après, paf, ils rentrent continuer leur peine chez les adultes. Ce qui empirait les choses. Voilà. Alors on a dit, non, le dispositif qu'on a construit, on voudrait que ça continue jusqu'à la sortie. Mais qu'on sépare les jeunes adolescents et les jeunes adultes. Donc, pour avoir... et là, c'est là où on a conçu cette prison vers l'est du pays. Et c'est les années 2008-2009. Donc, 3 ans, 4 ans plus tard. Et c'est là où ils avaient senti aussi l'impact de cet accompagnement et la position bien confortable de l'organisation et du psychologue dans la logique de la prison, dans la logique carcérale. Et là, c'est là où aujourd'hui, c'est 2010, où on a demandé à recruter des jeunes psychologues qui sont des gardiens aussi et qui peuvent encadrer au jour le jour et les encadreurs et les enfants. Donc, je dirais que j'ai commencé à être plus confortable quand on a commencé avec la prison des jeunes que des jeunes, avec la logique des jeunes, avec, avec cette liberté, parce que là, même le nom, on a beaucoup discuté. Est-ce que ça reste prison ou ça reste un centre de réhabilitation? Alors ils ont dit non, c'est une prison. Vous ne pouvez pas changer les structures du gouvernement, mais c'est une prison, mais on vous donne cette liberté de la rendre plus un centre qu'une prison, mais le nom reste. Alors quand j'arrivais, j'avais cette liberté. Les enfants ont commencé justement à participer dans des activités extérieures, des compétitions avec les jeunes environnants. C'est là où on a commencé à voir que vraiment on commence à s'épanouir. Et je m'épanouissais aussi. J'ai commencé à m'épanouir aussi. Et toujours j'étais avec le collègue. Ça m'a beaucoup aidé. Y haciendo un lazo a lo que tú nos decías, Eugène, me voy un poco al inicio de tu recuento, cuando tú decías, ustedes se preguntaban cómo trabajar con esos adultos, a sabiendas que esos adultos, la gran mayoría, eran genocidas. ¿No? Y me paso a Emilio, ahora en la situación actual del país, de las cárceles, donde nos preguntamos estos adultos que están en la cárcel, ¿sí? Dentro de qué lógica, qué estatus, o qué, un poco lo que nos decía Eugène, más bien incluso muchas veces pensando en esos prejuicios con los que
llegas vis-à-vis de antes ces personnes. de llegar a la cárcel. Parce qu'ils ont un ¿Cómo passé, lo ves? ils ont une histoire derrière eux. Pienso Donc, que comment aborder hay dos palabras que han cambiado mucho. Uno es cómo se llamaba antes la cárcel en donde estoy trabajando. Antes se llamaba Centro de Rehabilitación Social. Y desde hace unos años se llama Centro de Privación de Libertad. Es decir, desapareció el concepto de rehabilitación. Y es estrictamente un lugar para estar confinado. ¿Sí? Y cuando, digamos, entramos, lo que sí nos permite la institución es que si bien es solo un centro de privación de libertad, sí podemos plantear desde nuestra perspectiva una manera de inclusión social, de reconstrucción de las relaciones o reconstrucción de la social. Es como, no importa que ya no seamos un centro de rehabilitación. Entonces tuvimos que escoger una palabra diferente. Y la palabra que escogimos fue comunidad penitenciaria. Y al escoger esas palabras aseguramos, pienso yo, que existen unas capacidades, porque de lo que se habla siempre es de las organizaciones criminales en los centros penitenciarios. Pero además de las organizaciones criminales, el grupo de personas privadas de libertad tienen además otras formas de organizarse cotidianamente sobre cómo arreglan sus celdas, sobre cómo se distribuyen los espacios comunitarios, sobre quiénes les representan, sobre a quiénes eligen en la representación, también y a quienes eligen, como ellos denominan, comandantes. Esas formas de organización son criminalizadas, pero esas formas de organización también revelan capacidades de resolver la vida cotidiana. Y por otro lado, al decir comunidad penitenciaria, estamos diciendo que quienes están involucrados ahí y que conforman esas lógicas no solo son las personas privadas de libertad, sino también los guardias, los policías, las psicólogas, los trabajadores sociales, los directivos. Y la primera vez que se nos ocurrió considerar esta idea de comunidad penitenciaria fue la primera visita, porque la cárcel en donde vamos es la única cárcel en donde el director de la cárcel puede entrar a los pabellones de personas privadas de libertad. En los otros centros penitenciarios del país, los grandes centros penitenciarios, eso es imposible, porque si el director entrara en este momento a la regional de Guayaquil, probablemente sería asesinado al interior. Entonces, este es el único lugar en donde sí hay una relación entre las personas que trabajan y además las personas que están privadas de libertad. Y las personas que trabajan ahí dicen, la forma de garantizarnos seguridad y algo de sostenibilidad a nuestros procesos es construyendo un vínculo con las personas privadas de libertad. Entonces, también nos duele cuando alguien muere. También nos duele cuando alguien vuelve a la cárcel por esto que se llama la reincidencia. Y eso lo escuché también en otro espacio, que fue el trabajar con cuidadores de casas de acogida para niños y niñas. ¿Sí? Crear un vínculo con quien tienes que cuidar. Entonces, me parece que estas palabras evidenciaron que hay un posible abordaje, aunque ya la palabra rehabilitación haya desaparecido. No porque la queramos acoger, porque también tengo mis cuestionamientos a la palabra rehabilitación, pero es desolador que esa palabra desaparezca, ¿sí? Lo cual dice no hay posibilidad de inclusión social nominalmente, pero sí hay otras posibilidades no escritas aún, no suscritas como reglamentos o procedimientos que sí posibilitan construir otras cosas. C'est intéressant d'écouter Emilio parce que c'est en fait la réalité est toute différente au Rwanda parce que on ne peut même pas, bon, c'était des clichés, des stéréotypes, de la violence dans les prisons, mais chez nous, c'est quelque chose qui ne peut pas se passer comme ça pour agresser une autorité, directeur de prison ou un gardien, c'est pas possible parce que tout est sous contrôle.
les prisonniers sont vraiment dociles, même si entre eux, ils peuvent y avoir des violences. Mais contre les autorités, c'est pas possible. Parce que c'est vraiment militaire. Hein, il y a, comment dire, c'est sous contrôle. Et là, enfin, c'est ce que je me disais aussi, que je peux être agressé, mais c'est quelque chose d'impensable chez nous. Donc, avec les versets impensables, mais aussi, par rapport à ce que tu as dit, il y a deux choses en fait. Nous avons des centres de réhabilitation qui ne sont pas des prisons, de jeunes et des adultes, qui sont à côté, comme le centre Iwawa. Je ne sais pas si c'est sur une île. C'est sur une île où on met des jeunes délinquants ou qui ont un frein à la loi, mais pas des criminels. Parce qu'en prison, on va mettre ces enfants qui ont commis des crimes comme l'infanticide, par exemple, les violences sexuelles, la drogue. Mais quand vous commettez des petits délits, c'est des centres de réhabilitation. Ou quand vous êtes pris, par exemple, vous êtes à la capitale de Kigali, c'est plein de jeunes dans la rue. Quand tu es pris comme ça, c'est pas la prison, c'est le centre de réhabilitation. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a des centres de réhabilitation pour les jeunes et pour les adultes aussi. Et ce ne sont pas des prisons. Il y a des prisons. Là, je vous parle d'une prison des jeunes qui ont commis des crimes. Juste, ce sont des situations différentes que vous évoquez, mais en même temps, il y a des questions communes, et je voulais juste souligner une qui m'a frappé. Quand tu décrivais, Eugène, la façon dont ça s'est passé progressivement en répondant à la question de Véronica, c'est très frappant, tu l'as souligné, comment les responsabilités communes, non, les responsabilités se construisent réciproquement, disons, et en même temps. Hein, tu disais, toi comme psychologue, et puis les jeunes psychologues que tu as formés et qui démarrent, tu as évoqué comment cette responsabilité de psychologue s'inventait, se construisait, se fabriquait en inventant des dispositifs, en changeant l'attitude par rapport à la peur, etc. En même temps et à travers le fait que les responsabilités des détenus se constituaient aussi en tant qu'éducateurs, parents ou frères. Je trouvais que c'était très intéressant qu'il y avait une construction commune de responsabilités réciproques. Et quand on t'écoute Emilio, tu indiques bien que cette question de responsabilité réciproque, c'est très compliqué, en particulier dans la figure du directeur, puisque on ne peut plus répondre de lui au sens de la responsabilité. Il n'y a pas quelque chose qui fait que une communauté, pour reprendre le terme, répond de sa vie. Quand il entre dans la plupart s'il entrait dans un certain nombre de pavillons, sauf dans celle que tu évoques, où il y a peut-être quelque chose comme une communauté qui garantit, une communauté partagée, communauté qui fait qu'on garantit que sa vie est protégée. Je voulais juste souligner ça. Et toi, tu as indiqué que dans cette communauté pénitentiaire, il y a peut-être des possibilités de... Alors, je ne sais pas, j'ai une question. Je ne suis pas criminologue, je n'ai pas travaillé dans les prisons en Belgique. Je vous écoute tous les deux évoquer les prisons au Rwanda et ici en Équateur. Je me poserai la question de savoir quelle forme de responsabilité peut se construire au Rwanda, comme tu l'évoques. Mais c'est une question aussi. Il me semble que le fait d'appartenir à des familles, tu évoquais, les détenus ont leur famille aussi à l'extérieur, avec leurs enfants, et ça donne un poids au fait qu'ils puissent devenir comme des parents à l'intérieur. Ça ne semble pas être le cas, je ne sais pas, dans les prisons ici.
Yo no sé si eso fuera posible. Creo que tal vez un camino es deconstruir el sentido de institucionalidad. Porque unos ciertos principios que están anclados en las prácticas clínicas en Ecuador es que debemos trabajar por los sujetos, no por las instituciones. Pero el desafío que tenemos en los centros penitenciarios es que al mismo tiempo nos damos cuenta que necesitamos trabajar sobre el fortalecimiento institucional para realmente poder trabajar con los sujetos. ¿Y qué quiere decir? Esto quiere decir que las personas que trabajan ahí también sufren los mismos estigmas que las personas privadas de libertad. Por ejemplo, muchos de los funcionarios que trabajan ahí son acusados de corrupción. Los psicólogos, los trabajadores sociales. Si trabajas en un centro penitenciario es porque tienes negocios con las mafias. Entonces tienen que hacer un trabajo por el que sienten vocación, pero al mismo tiempo es un trabajo mal visto. Esto también me lleva a mí a considerar la idea del sostenimiento psíquico de las personas que trabajan ahí, para una resignificación de su papel, porque la institución son personas de una en una. Y por otro lado, es también cómo trabajar el proceso, digo yo, no diría de desestigmatización de personas privadas de libertad, pero sí de que tengan una voz. Y algo que me llama mucho la atención es que quienes trabajan ahí saben muy bien qué piensan las personas privadas de libertad. Es una comunicación muy clara. Esto es lo que pienso del sistema, dice el funcionario, lo sé. Sé que eso piensas. Dice, esto es lo que está mal, dice la persona privada de libertad. El funcionario dice, yo sé, también pienso que está mal. Entonces comparten las mismas preocupaciones. Entonces, evidentemente, el proceso de fortalecimiento institucional no desvirtúa el trabajo con los sujetos. Fortalecimiento institucional puede querer decir resignificación de los papeles de cada uno, tanto de los detenidos cuando están detenidos, como de los profesionales que trabajan. ¿Quiere decir algo así? Sí, hay una psicóloga que trabaja en CPL Cotopaxi, en la cárcel de Cotopaxi, que dice, cuando yo era niña, siempre supe que quería trabajar en las cárceles. Y ella dice, y estudió psicología en la Universidad Central y todo, y ella trabajó finalmente en las cárceles y ella les puso un nombre a sus digamos, internos y les dice psicopatitos. Es como la psicopatología, lo psicopatológico, pero dice lo psicopatito, y es un juego de palabra, el diminutivo, es una forma de humanizar a veces las cosas, ¿sí? Entonces, ese creo que el trabajo de humanización es muy invisible, ¿sí? Para no decir psicópatas. Psicópatas, para no decir psicópatas. Psicopatito. Sí. En fait, la différence, la grande différence, c'est que même dans l'après-génocide, les prisonniers ont toujours une position, comment dire, fragile, vulnérable par rapport aux autorités et aux gardiens. Donc il y a cette vraiment relation verticale où il y a le chef, il y a les prisonniers en bas. Et j'avais remarqué que c'était pas possible de travailler comme ça, même avec cette responsabilité qu'on voulait donner aux prisonniers pour l'accompagnement de ces jeunes, parce qu'ils étaient stigmatisés, à chaque fois agressés par les gardiens, par le directeur de prison. Et j'avais parlé de ce que nous avons construit
nous avons pris un dispositif qu'on a appelé une cure institutionnelle pour dire c'est pas possible si on continue comme ça à travailler avec ces encadreurs et les jeunes sans impliquer le directeur et tout le staff. Et là, alors on a organisé des formations dans différentes prisons du pays pour rencontrer le staff, tout le staff, pour parler du prisonnier. C'est quoi le prisonnier et c'est quoi votre rôle, votre responsabilité et quels sont les types de problèmes qu'il peut avoir. Et c'est là où vraiment on a eu des résultats positifs quand ils ont commencé. Je me rappelle d'une histoire à chaque fois parce que les prisonniers au Rwanda sortent pour aller travailler dans les champs. Même si vous avez une vingtaine d'années, vous avez coupé, vous pouvez sortir parce que les gens, il y a des gardiens qui surveillent et tout. Ils sortent, ils rentrent vers la fin de la journée. Et alors je travaillais tard j'étais resté avec 2 de ces encadreurs. Et en sortant comme ça, je vois le jeune gardien qui dit hey, arrêtez-vous pour entrer dans la partie des adultes. Vous vous mettez assis pour que je vous compte, pour vous compter. Ils sont 2, pour montrer comment ils sont stigmatisés. Vous vous mettez assis, asseyez-vous et je vous compte. Comment vous allez, alors je retourne, je dis, comment est-ce possible, tu les vois, ils sont 2. Comment tu peux dire que pour les compter, il faut les mettre assis? Alors, il y avait l'encadreur qui disait, vous voyez, on ne peut pas avoir ces responsabilités si on est considéré comme ça, comme des êtres inférieurs, comme des êtres qui ne peuvent pas. Vous voyez, c'est là où l'idée est venue de dire, il faut travailler avec qui est candidat à la prison. C'est la première question que je les balance comme ça. Qui est candidat à la prison, qui ne l'est pas? À l'arrivée, c'est tout le monde qui est candidat. Surtout chez nous, c'est facile d'entrer en prison, de sortir. Il suffit que quelqu'un vous dise, il a dit ça, il a dit ça. C'est pas tout de suite, tout le monde est candidat. Alors ce sont des humains, ce sont des gens comme vous, qui à un certain moment ont fait ceci, cela, mais ils sont comme vous. C'est là où j'ai commencé à travailler beaucoup plus avec les staffs des prisons, les directeurs, même on faisait des rencontres de 2 jours avec les directeurs de prison. C'est là où la prison avait commencé à changer l'atmosphère et la logique, l'idée qu'on se faisait du prisonnier. Et on a raison parce que dans les prisons, on trouve des ministres, on trouve ces gens qui étaient haut placés. Alors on donnait des exemples. Celui-là, est-ce qu'il pensait qu'un jour il sera ici? Est-ce que toi, tu es sûr qu'un jour tu ne peux pas? En fait, tu me prenais pour comme quelqu'un qui est arrogant au départ. Parce que je disais comme ça, non, il faut le respect. Le respect. Et quand vous les respectez, on les responsabilise. Et là, ils prennent bien leur responsabilité à main. Et je trouve que c'est ce qu'on a fait de très important pour viabiliser la prison et voir les gens comme les autres. Le rôle c'est très impressionnant ce que tu évoques, très intéressant. Et je me disais, le rôle du psychologue ou des psychologues est considérable, a été considérable. À quoi était-ce dû? À quoi était-ce dû? Qu'est-ce qui fait que toi et vous, comme psychologue, avez pu avoir cette importance et ces effets? C'est la question que je me posais. Oui. Est-ce que c'était dû au fait qu'il y avait eu le génocide et qu'il y avait chez tout le monde, quelque part, le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été et que ça impliquait des questions de psychologie, de folie, de danger, qu'on pouvait tous, comme tu l'évoquais, dans certaines circonstances, être candidat.
à la prison. Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'il y avait du côté des directions des prisons ou du ministère de la Justice un poids officiel qui avait été donné, une reconnaissance qui avait été donnée aux psychologues? Je me posais ce genre de questions. Oui. Parce que, c'est une bonne question, parce qu'au départ, la question ne se posait même pas de santé mentale, de psychologue. Et quelques années plus tard, je crois, ils ont commencé à dire on va recruter des psychologues. Dans chaque prison, on a 14 prisons au Rwanda. Et enfin, ça venait de l'organisation d'idées aussi. Est-ce que c'est possible d'engager des psychologues? Alors, le changement qui a été opéré, qui a été vu, l'agressivité des enfants, les troubles de comportement de ces enfants, ça a commencé à diminuer. Alors, ils ont senti ça, ils ont dit, 2018, on a conduit une étude aussi à l'échelle nationale pour essayer de voir quels sont les troubles psychologiques qu'on peut trouver chez les jeunes incarcérés, chez les adultes. Et ça, c'était commandité par le ministère de la Justice et du Rwanda Correction Service parce qu'ils avaient senti qu'ils doivent d'abord comprendre pour essayer de mettre en place ce genre d'intervention. Et c'est à partir justement de recherches là, l'une c'était en 2012, l'autre en 2018, qu'ils ont senti que le psychologue a une position importante dans les prisons rwandaises. Et aujourd'hui, ça marche tout seul. Bueno, lamentablemente por temas de tiempo vamos a tener que ir cerrando este encuentro y esta conversación. Quisiera realmente agradecer a Eugene, quisiera agradecer a Emilio, ¿sí? por compartir sus experiencias, por compartir sus interrogantes, por conversar con Jean-Luc y conmigo con relación a este tema tan delicado, pero al mismo tiempo tan importante en nuestros países para reflexionar, para pensar y para aportar. Antes de cerrar, quisiera darles la palabra a Eugene o a Emilio para que puedan decir. Gracias. Merci. Gracias. Merci, Eugene. Creo que fue un encuentro en el que debí traer un cuaderno de notas. Está grabado. Sí, para luego seguir conversando. Creo que va a ser muy importante retomar esta conversación en otro momento. Creo que serías un gran consultor para mí. Avec plaisir. Avec plaisir. Bueno, muchas gracias.